En 1721, une aube sombre se leva sur Madrid, sous un ciel gris plombé. Les nuages menaçants semblaient présager des événements qui se déroulaient dans les somptueuses chambres du palais du Buan-Retiro. La reine Isabelle Farnèse, seconde épouse du roi Philippe V, fut réveillée ce matin d'octobre par une douleur abdominale atroce, aussi violente qu'un coup de poignard. La grossesse, lourde de complications dès le début, avait été promise à un heureux destin par les médecins royaux et les astrologues de la cour. L'une des dames d'honneur appela immédiatement le docteur Servi, tandis qu'une autre se hâtait dans les couloirs labyrinthiques du palais, ses pas résonnant contre les murs de pierre. La nouvelle de l'accouchement prématuré de la reine se répandit rapidement à la cour, comme une traînée de poudre. À ce moment-là, le roi Philippe, descendant de la dynastie des Bourbons et petit-fils de Louis XIV, se retrouva plongé dans la prière au sein de la chapelle royale, perdu dans l'un de ses accès récurrents de profonde mélancolie. Le mal qui le hantait depuis des années, ayant touché de nombreux monarques européens avant lui, semblait s'aggraver durant les derniers stades de la grossesse de son épouse. Giuseppe Servi, le médecin italien personnel de la reine, se précipita dans la chambre royale et découvrit une scène qui lui fit froid dans le dos. Isabelle était blanche comme la cire, transpirant abondamment tandis que les draps étaient teintés de pourpre. « Votre Majesté, dit-il d'un ton pressant, masquant son inquiétude, nous devons agir immédiatement. » Les sages-femmes avaient déjà disposé des linges propres, des remèdes à base de plantes et le matériel nécessaire à ce que chacun espérait être un accouchement difficile mais réussi. Cependant, les heures qui suivirent apportèrent une tragédie inattendue. Dans un coin de la pièce, Louise d'Orléans, une cousine royale éloignée et l'une des dames d'honneur de la reine, observait la scène avec une expression indéchiffrable. Ses yeux d'un bleu profond, presque violacés, ne reflétaient pas l'inquiétude qui se lisait sur les visages des autres femmes présentes. Au contraire, elle semblait scruter chaque fait, chaque geste, comme si elle supervisait l'exécution d'une stratégie soigneusement élaborée. « Althea, il est temps que tu partes », conseilla l'une des femmes les plus âgées, interloquée par les taches cramoisies qui s'étalaient sur le sol de marbre. « Je reste », répondit Louisa d'un ton ferme. « La reine pourrait avoir besoin de ma présence. » Personne ne connaissait, et personne ne pouvait sonder, le sombre secret que Louisa gardait en elle, un secret aussi inquiétant que les couloirs labyrinthiques cachés sous les profondeurs du palais. Un secret ancré dans les générations passées, sur le point de se matérialiser de la manière la plus terrifiante. Isabelle de Farnèse hurla avec une intensité qui sembla faire trembler le palais lui-même. Le docteur Chervy, déjà maculé de sang, pâlit à la vue de quelque chose d'étrange. « Là, il y a deux têtes, » murmura-t-il, l'incrédulité obscurcissant ses yeux. « Pourtant, ils sont unis, » dit-il, un silence empli de tension, assez épais pour trancher avec une lame. Louise d'Orléans s'avança prudemment vers le lit, ses pas mesurés résonnant sur le marbre. Elle murmura une malédiction à peine audible, seul le médecin pouvait la discerner. Le sang fait toujours des ravages. Le docteur Chervy, ancien élève des plus prestigieuses universités italiennes et françaises, n'avait jamais rien vu de tel. Ils étaient jumeaux, siamois, partageant apparemment un même cœur. Leurs visages identiques et immaculés contrastaient fortement avec leur difformité commune qui les condamnait. Ils ne survivront pas, prédit le médecin en essuyant la goutte de sueur sur son front. Et la reine perd beaucoup de sang. Tandis que les cris d'angoisse d'Isabelle résonnaient dans les appartements royaux, le roi Philippe V s'agenouillait, inconscient, dans la chapelle, inconscient des événements tumultueux qui se déroulaient à quelques mètres de là. Marmonnant des prières incohérentes, mêlant latin et français, il implora un Dieu qu'il croyait abandonné depuis longtemps. Un de ses conseillers, à l'extérieur de la salle royale, proposa « Le roi doit être prévenu ». Le cardinal Alberoni, premier ministre de confiance de la reine, objecta fermement « Pas maintenant, l'état mental du roi est précaire. Cela pourrait le pousser à bout ». Dans la chambre, Isabelle de Farnèse s'était évanouie. Les jumelles siamoises, pourtant reliées par un cordon ombilical, gémissaient faiblement avant l'heure de leur dernier souffle. C'est à cet instant que Louise d'Orléans prit une décision qui allait changer l'histoire de l'Espagne. D'un geste rapide, elle sortit de ses vêtements une petite fiole de verre contenant un liquide ambré. Tout le monde partait, ordonna-t-elle avec une autorité inattendue, au mépris de son rang. Louisa et moi nous occupions de la reine, et son ton autoritaire, proche du pouvoir qui avait soutenu la maison de Habsbourg pendant des siècles, inculquait une obéissance aveugle aux dames et aux serviteurs. Une fois la dernière servante partie, Louisa s'approcha du médecin italien. « Ce que je vous révèle, docteur, doit rester confidentiel si vous souhaitez protéger votre vie et préserver l'équilibre du royaume, dit-elle en débouchant la fiole.
Cette potion est le secret jalousement gardé de la royauté européenne depuis des générations. Le médecin, sceptique mais désespéré, observa Luisa verser 3 gouttes du liquide sur les lèvres pâles de la reine et 3 autres sur le front des siamoises. Impossible, murmura Chervy quelques instants plus tard, tandis que les joues d'Isabelle se coloraient à nouveau et que les cris des jumelles s'intensifiaient. C'est un défi à la nature. C'est un sacrifice pour le pouvoir, répondit Luisa avec un sourire énigmatique. Le sang répond au sang, docteur. Le sang engendre le sang. Les mariages intrafamiliaux maintenaient le pouvoir au sein de certaines familles, mais la nature exige finalement réparation. Dans les jardins du Buon-Retiro, le ciel s'ouvrit enfin, déversant une pluie torrentielle sur Madrid. La cour interpréta cet événement comme un présage divin, ignorant qu'un miracle inexplicable et terrible se produisait dans les appartements royaux. Contre toute prédiction médicale et contre toute loi naturelle, les jumelles survécurent. Isabelle Farnèse se rétablit suffisamment pour préserver son influence à la cour, bien qu'elle fût changée à jamais. Le secret de ce matin d'octobre fut partagé entre Louise d'Orléans et le docteur Chervy, sous couvert d'un vœu de silence qu'aucune des deux ne romprait jamais. Ce que personne ne pouvait prédire, c'est que les jeunes filles baptisées Maria Teresa et Maria Antonia deviendraient le cœur d'un réseau complexe de conspirations, d'ambitions et de secrets susceptibles de saper la structure même de la monarchie espagnole. Dans l'ombre des couloirs du palais, des voix ancestrales résonnaient sans cesse du même avertissement inquiétant, le sang fera son œuvre. 17 ou 20 ans plus tard, le palais royal de Madrid vibrait d'une effervescence intense sous le soleil accablant de juillet. La cour de Ferdinand VI, fils de Philippe Narcisse, bourdonnait d'impatience pour les préparatifs d'un événement extraordinaire, l'inauguration officielle des jumelles, Maria Teresa et Maria Antonia, filles de la défunte reine Isabelle Farnèse, cachées au public depuis leur naissance. L'énigme entourant ces jeunes princesses avait alimenté diverses spéculations pendant des années. Certains courtisans spéculaient sur un défaut défigurant des jeunes filles. D'autres insinuaient que leur beauté était si époustouflante qu'elle pourrait provoquer des conflits diplomatiques avec d'autres familles royales européennes. Cependant, comme toujours, la réalité était plus complexe et menaçante. « Êtes-vous absolument certain que c'est prudent ?» demanda le monarque au marquis d'Ensenada, principal conseiller du roi, tout en scrutant les derniers préparatifs de la cérémonie. Les résultats possibles suggéraient la fermeté du roi Ferdinand VI, qui ne tolérait aucune dissidence. L'Espagne a besoin d'alliances et mes sœurs sont précieuses pour les négociations, quel que soit leur statut. Le marquis hocha la tête avec soumission, mais une lueur d'inquiétude traversa son regard. Car il était l'un des rares à connaître la véritable identité des infantes, et leur révélation pouvait présenter des risques importants. Dans un coin retiré du palais, loin du brouhaha des préparatifs, les jumelles se préparaient à leur apparition publique avec des sentiments complexes. Liées du sternum au nombril, Maria Teresa et Maria Antonia avaient cultivé des personnalités aussi contrastées et pourtant compatibles que le jour et la nuit. Teresa, plus affirmée dans son raisonnement, prenait généralement les décisions pour les deux. Antonia, plus perspicace et vigilante, possédait un instinct presque inquiétant qui les épargnait souvent de situations périlleuses. Nous ne sommes pas des marionnettes pour le spectacle public, objecta Teresa tandis qu'une douzaine de servantes s'affairait à confectionner une robe complexe destinée à dissimuler leur physique atypique. C'est peut-être l'occasion d'explorer le monde au-delà de ses limites, murmura Antonia. Son regard se fixa sur son reflet dans le miroir, deux visages identiques et magnifiques posés sur un corps commun, un produit de la nature à la fois merveilleux et singulier. Luisa d'Orléans, désormais une femme mûre qui avait réussi à conserver son pouvoir à la cour malgré les changements de monarque, entra dans la pièce d'un pas décidé. Les servantes reculèrent instinctivement, reconnaissant l'emprise énigmatique qu'elle exerçait sur les infantes. « Vos Altesses sont splendides », félicita Luisa en scrutant le résultat final. « Personne ne résistera à votre singularité. »« Unique ?» rétorqua Teresa avec aigreur. « Vous parlez d'anormalité ?» Luisa s'approcha des jeunes femmes et prit tendrement leur visage dans ses mains. « Souvenez-vous toujours de votre identité » murmura-t-elle. « Vous possédez le sang royal le plus puissant d'Europe qui coule dans vos veines. Votre statut n'est pas une malédiction, mais un symbole. » Antonia s'interrogea sur le sens énigmatique des paroles de Luisa. « Cela signifie le prix du pouvoir » répondit Luisa. Des années de mariage entre parents pour préserver la pureté de l'aristocratie ont engendré cet état. Tous les défauts, la folie, la fragilité et la stérilité chez les princes font partie du prix à payer. Les jumelles restèrent silencieuses, réfléchissant aux paroles qu'on leur avait inculquées sous différentes formes tout au long de leur vie protégée. Dès leur plus jeune âge,
Luisa leur avait inculqué l'idée que leur condition était la manifestation de siècles d'inceste royal, mais elle leur avait aussi appris à le percevoir comme une source de pouvoir, et non de gêne. Dans la grande salle du trône, les diplomates de France, d'Angleterre, du Portugal et d'Autriche attendaient avec impatience la rencontre avec les énigmatiques princesses d'Espagne. Le mariage d'une princesse royale pouvait consolider des alliances susceptibles de faire pencher la balance du pouvoir en Europe, et chacun avait reçu l'ordre explicite d'évaluer l'aptitude des jumelles à devenir reines, ignorant les rumeurs sur leurs imperfections physiques. Elles prétendent être des sorcières, murmura l'ambassadeur portugais à son homologue français. Qu'elles peuvent lire dans les pensées et prédire l'avenir. Ridicule, railla le français. Le seul fait vérifiable est qu'elles ont été dissimulées dans un but précis, et un tel secret est rarement de bon augure. L'ambassadeur autrichien, plus perspicace que ses pairs, garda le silence. En tant que représentant de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, chargé de maintenir l'empire des Habsbourg pendant la guerre de succession d'Autriche, il était chargé d'examiner attentivement tout signe de maladies héréditaires chroniques affectant la maison d'Autriche. Les trompettes annonçaient l'arrivée du roi et de sa suite. Les courtisans s'alignaient en rangs ordonnés de chaque côté de la salle, tandis que les ambassadeurs étrangers prenaient leur prestigieuse position près du trône. Vêtu modestement, comme c'était la coutume sous son règne, Ferdinand VI marchait d'un pas décidé, accompagné de la reine Barbara de Bragance et d'autres dignitaires de la cour. Le roi déclara, « L'Espagne présente deux de ses atouts les plus précieux, mes sœurs, les infantes Marie-Thérèse et Marie-Antoinette, ont consacré leur jeunesse à l'étude et à la réflexion, se préparant à servir notre nation selon leur noble lignée. » Une vague d'enthousiasme parcourut la salle. Les regards se tournèrent vers l'entrée où les princesses allaient apparaître. Alors que les portes grinçaient et que le silence emplissait la pièce, les jumelles entrèrent avec une élégance mystique, semblant glisser sur le sol de marbre. Leurs robes de soie bleue et argent, confectionnées pour dissimuler leur situation particulière, offraient un semblant de normalité presque parfait. Leurs visages identiques, d'une beauté à couper le souffle, tels les infantes des Habsbourg des siècles passés, respiraient une tranquillité qui dissimulait leurs luttes intérieures. Ce n'est qu'une fois arrivés sur le trône et après avoir effectué la révérence d'usage, que certains spectateurs remarquèrent quelque chose d'étrange dans leurs gestes, une synchronicité frappante, une restriction de l'espace entre elles. « Mes très chères sœurs, dit le roi en prenant la main de chaque jumelle dans un geste stratégique pour tromper les spectateurs astucieux, votre présence honore la cour d'Espagne. » Un à un, les dignitaires étrangers s'approchèrent pour leur rendre hommage. L'ambassadeur français, affichant la courtoisie de Versailles, baisa gracieusement les mains des deux infantes espagnoles, manifestant une pointe d'étonnement devant leur proximité. Le roi Louis XV de France exprima ses plus chaleureuses salutations aux célèbres princesses espagnoles dans un castillan imparfait, « La nouvelle de votre beauté et de votre vertu est parvenue en France. » Thérèse répondit immédiatement par un sourire pensif. « Nous acceptons ces paroles avec bienveillance, dit-elle, étant donné notre identité secrète jusqu'à présent. » Un malaise passager passa sur le visage de l'ambassadeur avant de laisser place à un sourire diplomatique. Le représentant autrichien, conservant l'élégance réservée de Vienne, observa les jumelles avec un intérêt subtil et scientifique. « L'impératrice Marie-Thérèse vous adresse ses salutations fraternelles, déclara-t-il, soulignant le nom commun avec l'une des infantes. L'impératrice exprime son intérêt pour vos expériences, ce à quoi vous répondez d'un ton mielleux dissimulant une nuance acerbe. Informez l'impératrice que nous serions ravis de lui raconter nos expériences. Peut-être trouvera-t-elle des parallèles dans nos situations. » L'Autrichien afficha une légère pâleur, reconnaissant la subtile allusion aux problèmes génétiques des Habsbourg, hérités directement de l'impératrice Marie-Thérèse. La procédure semblait normale en apparence, mais sous cette façade polie se cachaient des courants de surprise, de dégoût, d'intrigue et de manœuvres politiques. Tandis que les musiciens jouaient une pavane sombre, les jumelles se tenaient près du trône, attentives à chaque regard, murmure et expression d'horreur dissimulée. Terrifiée, leur Teresa chuchota à sa sœur, les lèvres à peine relâchées. « Ce n'est pas de la peur, » clarifia Antonia. « C'est de la reconnaissance. En elles, ils perçoivent leur vérité cachée. » De l'autre côté de la pièce, Luisa d'Orléans observait la situation avec une joie contenue. 18 années de stratégie calculée avaient conduit à ce point critique. Au lieu de ternir la couronne, les Siamois étaient devenus un emblème frappant du prix à payer pour l'autorité dynastique. Ce symbole, sous son contrôle, pouvait devenir un outil influent dans la politique européenne. Au même moment, au cœur du palais, le docteur Servi, désormais âgé et préoccupé par les secrets qu'il avait gardés pendant des années,
examinait son journal méthodiquement rédigé, détaillant la croissance des jumeaux depuis leur naissance extraordinaire. Des pages remplies d'informations médicales se mêlaient à des réflexions sur le pouvoir et l'ascendance. Simone, le sang exige toujours son dû, inscrivit-il sur la dernière page d'une main tremblante, et le paiement n'est jamais uniquement corporel. Il referma le journal et le fixa à la cire rouge, y apposant les symboles entrelacés des Bourbons et de l'aigle bicéphale des Habsbourg. Soigneusement mais délibérément, il le rangea dans un coffre en fer avec la fiole de l'énigmatique potion que Louise d'Orléans lui avait donnée pour les crises. « Que Dieu ait pitié de l'Espagne », souffla-t-il en fermant le coffre, « et qu'il ait pitié de nous tous. » Pendant ce temps, dans la salle du trône, inconsciente de ces événements, les infantes jumelles dansaient d'un pas synchrone, donnant l'impression de ne former qu'une seule entité. Les courtisans les contemplaient, mêlés d'effroi et de crainte, incapables de détourner le regard de cette merveille naturelle qui défiait toutes les lois reconnues. « Le sentez-vous » murmura Antonia, à peine audible. « Oui, dit Teresa, le pouvoir, notre pouvoir. » Et, au rythme de la musique, leurs esprits aussi alignés que leurs corps, ils élaborèrent un plan qui allait redéfinir le destin de l'Espagne et de l'Europe. Au printemps 1750, un vent de changement souffla sur les cours européennes, menaçant d'ébranler leurs fondements mêmes. Un traité de mariage avait été signé entre les infantes jumelles et l'héritier portugais, le prince José Francisco, après de longues négociations. Cette alliance sans précédent entre les puissances ibériques rencontra des réactions diverses dans les chancelleries de Paris, Londres et Vienne, tandis que diplomates et espions tentaient de comprendre les conséquences d'un accord aussi étonnant. Pendant ce temps, Teresa et Antonia, dans leurs appartements privés, recevaient les dernières retouches de leur robe de mariée ou une merveille de design textile destinée à camoufler et sublimer leur situation. « Êtes-vous sûr que José Francisco est prêt ?» demanda Antonia, parlant du prince portugais qui allait bientôt devenir leur époux. Teresa émit un petit rire sans humour. « Il le prépare depuis des mois, il lui montre des schémas anatomiques, lui fournissent des rapports médicaux, et même invite des médecins de toute l'Europe pour élucider notre situation particulière. Cependant, la comprendre intellectuellement est triviale, affirma Antonia. L'accepter émotionnellement, en revanche, est une toute autre affaire. Il n'a pas le choix, intervint Teresa avec sa froideur habituelle. Le traité contient des dispositions trop précieuses pour le Portugal. De plus, ils ont autant besoin de notre or américain que nous avons besoin de leur soutien contre l'Angleterre. La porte s'ouvrit brusquement, révélant Louisa d'Orléans. Malgré son âge avancé, la dame avait toujours la même prestance que des décennies auparavant, bien que ses cheveux autrefois noirs soient désormais entièrement blancs. « Vos Altesses doivent se hâter », déclara-t-elle avec l'autorité conférée par des années de service à la couronne. L'ambassadeur du Portugal apporta la photo officielle du prince José Francisco. Les jumeaux échangèrent un bref regard. Bien qu'ils aient déjà vu des miniatures de leur futur époux, le portrait officiel représentait une nouvelle étape vers l'inévitable réalité de leur destin. « Alors, comment est-il » demanda Antonia. Dissimulant son appréhension. Louisa lui rendit un sourire énigmatique. Remarquablement séduisant, compte tenu de l'histoire des liens familiaux au sein de la maison de Bragance. Un menton distinctif, sans excès. Des yeux brillants, quoique un peu rapprochés. En résumé, une apparence moyenne. Teresa ricana avec dédain, comme s'ils avaient le droit d'être exigeants sur l'apparence de leurs époux. « Vous avez ce privilège », répondit Louisa avec une ferveur soudaine envers les jumeaux. N'oubliez jamais que votre situation fait de vous les héritiers idéaux d'une lignée de pouvoir vieille de plusieurs siècles. Vous incarnez la matérialisation de ce que l'impitoyable désir dynastique était prêt à abandonner. Une fois que les servantes eurent soigneusement arrangé votre robe et s'en furent discrètement retirées, ne laissant que les trois femmes, Louisa profita de l'occasion. Elle sortit de sa tenue un petit artefact enveloppé de soie noire et annonça « Il est grand temps que vous soyez informés de toute la vérité. » Dévoilant l'objet, il s'avéra qu'il s'agissait d'un cadre doré renfermant une miniature. Pendant des décennies, votre père a gardé cela secret sur ordre explicite. Les jumelles scrutèrent l'œuvre avec un intérêt croissant. Elle représentait une femme qui leur ressemblait étrangement, mais il y avait une différence significative, il s'agissait d'une seule personne, sans aucune anomalie apparente. « Qui est-elle » demanda Antonia. Quelque chose en elle avait déjà deviné la réponse. « Votre mère, Louisa » répondit-elle. Non pas Isabelle Farnèse, comme on vous l'a fait croire, mais Marie-Louise Gabrielle de Savoie, première épouse de Philippe de Bruffier et ma cousine Germaine. Cette révélation stupéfia les jumeaux comme un éclair. Au début, Teresa exprima son incrédulité. Maria Luisa est décédée en 1714,
7 ans avant notre naissance. C'est ce que prétend l'histoire conventionnelle, acquiesça Luisa. Cependant, la réalité est bien plus complexe. Maria Luisa n'a pas péri entièrement. Grâce à une ancienne pratique alchimique connue seulement de quelques privilégiés, son corps a été préservé. Antonia, plus intuitive, rassembla les preuves plus rapidement. L'élixir, celui-là même que vous avez utilisé pour nous sauver à notre naissance, acquiesça lentement Luisa. L'élixir de Paracels, mis au point par les médecins arabes pendant l'occupation espagnole et transmis secrètement de génération en génération au sein de la royauté européenne. Il ne confère pas la vie éternelle, mais il peut temporairement interrompre les fonctions vitales ou accélérer la guérison dans des circonstances extrêmes. Insinuez-vous que notre mère biologique a été maintenue en état de suspension pendant des années, demanda Teresa, son incrédulité cédant peu à peu la place à une horreur stupéfaite. Oui, exactement 7 ans, confirma Luisa. Bouleversé par la mort apparente de Marie-Louise, Philippe V lança secrètement une procédure. Après l'accession au trône d'Isabelle Farnèse, l'expérience se poursuivit dans les catacombes du palais à son insu. En 1721, alors que les médecins identifiaient une brève fenêtre de résurrection pour Marie-Louise, Philippe organisa une dernière rencontre avec elle. Cette rencontre aboutit à la naissance d'Antonia, dont la voix n'était plus qu'un faible murmure. Effectivement. Cependant, la suspension avait fondamentalement changé l'essence de Marie-Louise. La grossesse se déroula anormalement et, à l'accouchement, des complications apparurent. Isabelle Farnèse apprit alors le secret et accepta de taire la vérité, préservant ainsi la réputation du roi et la stabilité du royaume. Les jumelles furent laissées sous le choc, confrontées à une vérité plus extraordinaire que toutes les inventions qu'elles avaient connues jusqu'alors. Leur vie entière était tissée de mensonges, mais cette réalité dépassait même leurs imaginations les plus folles. Pourquoi partager cette nouvelle maintenant, demanda finalement Teresa, pragmatique même face à des révélations extraordinaires. Luisa cacha délicatement le bijou avant de répondre. Parce que tu te prépares à te marier, et que ta progéniture pourrait hériter de traits particuliers. Tu dois comprendre parfaitement ton ascendance afin de la préserver et de la préparer. Les enfants, Antonia, exprimèrent un mélange de désir et d'appréhension. Les médecins ne sont pas certains que nous puissions procréer. Tu le feras, déclara Luisa avec une assurance troublante. L'élixir qui coule dans tes veines assure non seulement ta longévité, mais aussi ta fertilité. La question n'est pas de savoir si tu concevras, mais ce que tu concevras. Pendant ce temps, dans la salle des ambassadeurs, ignorant cette discussion divine, Ferdinand VI accueillit l'émissaire portugais avec une cérémonie digne de ce nom. Le grand portrait du prince José Francisco, grandeur nature et serti d'or massif, occupait désormais une place de choix. À côté du trône. L'ambassadeur a mentionné l'empressement de son Altesse royale à rencontrer personnellement les infantes, dit-il avec diplomatie. La nouvelle de leur situation particulière a éveillé sa curiosité scientifique. Ma sœur a toujours été attirée par les curiosités naturelles, répondit le monarque avec un sourire laconique. Je suis convaincu qu'il honorera mes sœurs avec le respect et la dignité qui sied à leur lignée royale. L'ambassadeur hocha brièvement la tête, cachant ses pensées. Naturellement, Votre Majesté. Le prince est conscient de l'importance historique de cette alliance. Le diplomate n'a pas révélé les consultations nocturnes avec des médecins, des anatomistes et même des sorciers des colonies brésiliennes concernant les modalités pratiques du mariage de deux femmes unies. Il est également resté silencieux sur les rumeurs à la cour de Lisbonne concernant la descendance potentielle d'une union aussi unique. Au même moment, dans la bibliothèque royale, le vieux docteur après avoir rédigé ses dernières notes sur les jumelles infantes, Servi prévoyait de les envoyer discrètement à un collègue universitaire de Padoue. Il s'agissait ainsi d'éviter que des décennies de connaissances ne soient perdues à sa mort. Dans son écrit, il écrivait « Les jumelles se sont synchronisées mentalement d'une manière qui transcende toute compréhension scientifique. » D'une main tremblante, il ajoutait « Ils terminent fréquemment les phrases de l'autre ou répondent simultanément à des stimuli perçus individuellement. » Plus extraordinaire encore, leur capacité à nourrir des pensées indépendantes tout en partageant des sensations physiques. Se demandant s'il devait révéler ses découvertes les plus controversées, Servi décida finalement que les générations futures devraient connaître l'intégralité de la vérité. J'ai déterminé, écrivait-il, que les infantes ne sont pas simplement deux personnes dans un seul corps, mais une conscience unique se manifestant sous deux formes distinctes. Teresa incarne l'intellect pratique, tandis qu'Antonia représente l'intuition empathique. Selon mes hypothèses, une entité unie dépasse les capacités humaines ordinaires, la future progéniture pourrait hériter non seulement d'anomalies physiques,
mais aussi de prouesses mentales inexplorées. J'espère qu'une intervention divine empêchera qu'un tel pouvoir ne tombe entre des mains malveillantes, au milieu des complots qui se trament en coulisses. Pendant ce temps, dans les jardins du palais, inconscients de ces machinations, les préparatifs du grand mariage s'activaient à un rythme effréné. Charpentiers, jardiniers et décorateurs métamorphosaient les parterres de fleurs en un spectacle digne de l'union la plus attendue du siècle. Du lever du soleil jusqu'à tard dans la nuit, le va-et-vient incessant des serviteurs et des artisans persistait sous le regard attentif du marquis d'Ensenada, qui supervisait avec diligence chaque détail pour garantir la perfection. Le fleuriste avait reçu l'ordre d'alterner fleurs portugaises et espagnoles dans chaque composition, d'après les croquis approuvés par le roi. Il symbolise la fusion de deux trônes, et aucun détail ne peut être négligé. Non loin de là, à l'ombre d'un cyprès centenaire, deux hommes discutaient tranquillement. Les adversaires diplomatiques de l'Europe, les ambassadeurs anglais et français, partageaient un point de vue commun sur les répercussions potentielles du mariage à venir. Si cette union donne naissance à des héritiers capables, la structure du pouvoir européen pourrait être irrévocablement modifiée. L'Anglais ne manifesta guère d'émotion, mais dissimula une certaine inquiétude sous son sang-froid. Une Ibérie unifiée, ayant accès aux richesses du Nouveau Monde et bénéficiant du soutien français, constituerait une force redoutable. Ne présumez pas trop vite de notre soutien, rétorqua le Français avec un sourire crispé. Louis XIV considère ces événements avec la même appréhension que votre George II. Les implications dynastiques sont inquiétantes. Parlez-vous de consanguinité, demanda l'Anglais. Vos whiskies semblent trop hâtifs pour porter des jugements, répondit le Français en baissant encore la voix. Les spéculations sur le caractère authentique de l'infante. Nos sources suggèrent quelque chose qui dépasse la simple condition physique. Des histoires sur ses prétendues capacités mentales extraordinaires, le folklore espagnol, indéniablement. Pouvez-vous m'expliquer comment deux individus physiquement unis développent des personnalités aussi disparates et pourtant harmonieuses, ou l'affirmation selon laquelle ils peuvent parler plusieurs langues simultanément? Des témoignages confirmés montrent que Teresa a tenu une conversation en allemand tandis qu'Antonia répondait à des questions en italien. Le Britannique se tut, son doute protestant luttant contre la réalité dont il avait été témoin lors des interactions officielles avec l'infante. Cependant, reprit-il après une brève pause, nos souverains nous ont donné pour instruction d'observer et d'enregistrer, et non de nous imposer. Pour l'instant, ajouta le Français, une lueur de discernement dans le regard. Dans la grande salle du Conseil du Palais, Ferdinand VI réunit ses ministres pour examiner les derniers détails du traité de mariage. L'accord, long de plus de 200 pages et rédigé en espagnol, portugais et latin, contenait des dispositions abordant diverses possibilités, de l'héritage à l'éventuelle annulation. La section relative à la descendance, souligna le secrétaire d'État, était particulièrement délicate, car il désignait un paragraphe dense. Les Portugais soutiennent que tout enfant né de cette union devrait être reconnu comme portugais s'il est né à Lisbonne, et espagnol s'il est né à Madrid, déclara-t-il. Le roi Ferdinand remarqua avec sarcasme, une solution salomonique à un dilemme sans précédent. Cependant, la véritable préoccupation de Sa Majesté concernait la question sacramentelle, selon le confesseur royal au regard perçant. Le Vatican a accordé l'exemption requise pour ce mariage peu commun, mais sous des conditions strictes. S'enquérant de ces conditions, le roi a manifesté une certaine attente. Un représentant du pape doit être présent dans la chambre nuptiale lors de la consommation, a répondu le dominicain avec diplomatie, détournant le regard pour authentifier la légitimité sacramentelle de l'acte. Un silence tendu s'est installé dans la salle jusqu'à ce que le marquis d'Ensenada tousse discrètement. Nous pourrions peut-être envisager une option plus discrète, un examen médical après l'événement. Le Vatican reste ferme sur cette question, a réitéré le confesseur. Compte tenu de la nouveauté de cette alliance, l'Église doit confirmer le respect de toutes les normes canoniques. Ferdinand VI commença à se masser les tempes, prémonitoire des migraines héritées de son père, mêlées à sa mélancolie. Comme vous le souhaitez. Je comprends l'importance de préserver la tradition. Informez mes sœurs et laissez-les décider si elles acceptent cette condition ou si nous devrions plutôt renégocier le traité. Pendant ce temps, dans leur quartier, peu familiarisés avec cette discussion particulière mais parfaitement conscientes de la complexité du contexte diplomatique, les infantes s'entretenaient avec Luisa d'Orléans. Antonia demanda, encore aux prises avec la récente révélation concernant notre véritable mère, qu'est-il advenu de notre mère biologique après notre naissance? Luisa soupira lourdement avant de répondre. L'accouchement vidait l'énergie restante que l'élixir avait conservée. Maria Luisa Gabriela a survécu assez longtemps pour vous voir et vous nommer,
mais elle est décédée peu après, définitivement cette fois, et notre père Teresa s'enquit. Était-il au courant pour nous? Philippe vous a aperçu le jour de votre naissance, répondit Luisa, le visage impassible. L'impact fut si profond qu'il déclencha l'un de ses plus intenses accès de mélancolie. Pendant plusieurs semaines, il resta immobile, prononçant des phrases incompréhensibles sur le prix du sang. Une fois rétabli, il avait choisi de t'oublier ou de l'oublier. C'est pour cela que tu nous as élevés, raisonna Antonia, les pièces du puzzle s'assemblant à présent. Non par loyauté envers Isabelle Farnèse, mais par devoir envers ta cousine, Maria Luisa. Et par devoir envers le sang commun que nous partageons tous, ajouta Luisa. Ce même sang, tu dois maintenant le transmettre à la couronne portugaise. La pragmatique Teresa orienta alors la conversation vers des sujets plus urgents. Le prince José Francisco était-il vraiment prêt pour cette union, pas seulement pour la cérémonie publique, mais pour ce qui suivrait? Luisa lui répondit par un sourire énigmatique. Le prince a récemment été formé par des experts, parmi lesquels des théologiens, des médecins et des courtisanes, qui lui ont appris à satisfaire deux esprits dans un seul corps. Antonia rougit profondément tandis que Teresa gardait son sang-froid, même si une légère rougeur trahissait son malaise. De plus, Luisa remarqua que le prince avait lui aussi un trait unique, bien que moins visible que le vôtre. Les jumeaux s'interrogeaient en même temps lorsqu'une chose les captivait autant. Comme vous, José Francisco est issu de mariages interreliés. La famille Braganza a maintenu sa lignée grâce à des mariages entre cousins pendant des siècles. Dans son cas, la conséquence n'est pas physique, mais sensorielle. Au Portugal, on appelle cela « avicado interna », ce qui signifie vision intérieure ou clairvoyance. Teresa exprima son scepticisme. Pourtant, ce n'est pas exactement cela. Il s'agit plutôt d'une forme d'empathie intense lui permettant de percevoir les pensées et les sentiments de ses proches, un pouvoir qui, dit-on, se renforce avec la proximité physique. Les jumeaux échangèrent un regard significatif. La possibilité d'épouser quelqu'un capable de percevoir leurs pensées ajoutait une nouvelle dimension à leur situation déjà complexe. Pourquoi ne nous en avez-vous pas informé plus tôt, demanda Teresa, une irritation évidente dans la voix. Luisa répondit calmement, vérifiant que ses sources à la cour portugaise avaient confirmé les rumeurs une semaine plus tôt. Maintenant qu'elle en était certaine, elle pensait que ce trait de caractère faisait de lui le consort idéal pour Antonia. Antonia s'interrogea sur le terme « idéal », auquel Teresa répondit soit « envahissante », soit « commode », selon leur interprétation. Luisa hocha la tête, ravie de la rapidité d'adaptation de Teresa aux nouvelles circonstances. En substance, cette union n'est pas seulement politique, mais aussi évolutive. Si vous avez des enfants ensemble, ils pourraient créer une nouvelle lignée de souverains aux capacités inégalées. Certes, Antonia nuança ses inquiétudes, toujours prudente sur ce genre de sujet. Cependant, Luisa exprima une confiance absolue, assurant à Antonia qu'elle serait capable de concevoir. De plus, elle expliqua que le docteur Churvet avait confirmé que ses organes reproducteurs étaient pleinement fonctionnels et pouvaient même supporter plusieurs grossesses de pères différents, bien que dans ce cas, bien sûr, un seul père serait impliqué. Cette implication potentielle laissa les jumeaux momentanément sans voix. Teresa finit par rompre le silence. Tout cela fait partie d'un grand plan que vous exécutez depuis des décennies, suggéra-t-elle. Luisa affronta le regard intense de Teresa sans ciller. Tout concorde avec le grand projet dynastique, ma chère. Depuis des siècles, les familles royales d'Europe manipulent les lignées pour préserver et renforcer certains traits. Le prix à payer est parfois élevé, la mâchoire des Habsbourg, l'hémophilie qui afflige les descendants de Victoria, la folie des Bourbons. Mais chaque sacrifice était fait pour le bien commun. Et quel est ce but? Demanda Antonia doucement. Luisa répondit avec ferveur, comme si elle évoquait une vérité religieuse. Le développement d'une lignée royale supérieure à toute l'humanité, tout comme les humains le sont aux singes. Vous n'êtes que la dernière étape de ce processus, la plus visible jusqu'à présent, mais pas la dernière. Avant que les jumelles puissent comprendre cette nouvelle information, la porte s'ouvrit en grinçant, laissant entrer une servante qui annonça l'entrée du confesseur royal. Après s'être incliné, le confesseur de votre Altesse déclara apporter un message concernant les conditions posées par le pape pour la légitimité de la cérémonie de mariage. Tandis que le confesseur exposait les exigences papales, le visage de Teresa se raidit, tandis qu'Antonia affichait une gêne croissante. Luisa écoutait impassiblement, mais un observateur attentif pouvait déceler une stratégie dans son regard. Après avoir terminé,
Teresa s'exclama avec indignation, c'est inacceptable. Nous ne serons pas traités comme des animaux de zoo. L'alternative, rétorqua froidement le confesseur, était de renoncer à la bénédiction papale, ce qui invaliderait le mariage aux yeux de l'Église et de tous les tribunaux catholiques européens. Antonia proposa une solution d'urgence, toujours médiatrice. Peut-être si l'observateur était une femme ou impartiale, suggéra-t-elle. Le Saint-Siège maintient sa position, affirmant qu'il doit agir en tant que représentant direct du pape, affirma fermement le dominicain, un prélat de haut rang. Luisa, restée silencieuse jusque-là, s'avança. Et si l'observateur était le nonce apostolique à Madrid? Son Excellence Monseigneur Enrico Enriquez est réputé pour sa discrétion et sa sensibilité. Le confesseur réfléchit à la proposition. Cela pourrait être faisable à condition que le nonce consente à cette tâche peu conventionnelle. Je m'en occupe personnellement, proposa Luisa. Nos antécédents familiaux pourraient faciliter les discussions. Lorsque le confesseur partit, les jumeaux regardèrent Luisa avec curiosité. Histoire familiale avec le nonce, demanda Teresa en haussant un sourcil. Monseigneur Enriquez est un cousin au 3e degré de mon défunt époux, expliqua Luisa d'un ton énigmatique, et il a des secrets qu'il préfère garder secrets. Laissez-moi cette tâche. Les jours suivants, Madrid connut un changement avec l'arrivée de la délégation portugaise. Le prince José Francisco, âgé de 25 ans, au menton caractéristique des Braganza, mais néanmoins d'une beauté irréprochable, reçut tous les honneurs habituels de sa position. Selon la tradition, il ne fut autorisé à rencontrer ses futures épouses que la veille du mariage, lors d'une brève rencontre officielle en présence des deux cours. L'instant où le prince José Francisco aperçut les jumelles resta gravé dans toutes les mémoires. Contrairement à beaucoup qui tentaient de dissimuler leur surprise ou leur dégoût, le prince José Francisco manifesta une réelle intrigue. Ses yeux d'un bleu inhabituellement vif allaient de Teresa à Antonia, semblant regarder au-delà de leurs visages identiques. « Vos Altesses sont plus extraordinaires qu'on ne me l'a dit », déclara-t-il d'une voix naturelle. « C'est indescriptible d'être choisi comme époux. »« L'honneur nous appartient, Votre Altesse », répondit Teresa avec une formalité calculée. Antonia parla avec chaleur, contrastant avec la froideur de sa sœur. Le sourire du prince adoucit son visage, presque séduisant. « Cela offrira bien plus que la prospérité, je vous l'assure. » Cela inaugurera une ère nouvelle pour la péninsule, un sentiment qui résonna dans sa voix et l'intensité de son regard, provoquant un frisson mutuel chez les jumeaux. Pour la première fois, ils partageaient les mêmes sentiments, un mélange d'impatience et d'appréhension face à un avenir incertain. Lors de cette grande soirée où la cour se réjouit d'un banquet en l'honneur des fiancés, le docteur Servie rendit sa dernière visite aux princesses. Le médecin vieillissant, dont la santé déclinait visiblement ces derniers mois, leur offrit un coffret en bois magnifiquement ouvragé. À l'intérieur se trouve mon journal détaillé sur votre cas, ainsi que mes conclusions et mes théories, dit-il d'une voix faible mais ferme. De plus, il y a une fiole d'élixir contenant suffisamment d'élixir pour une dose. Dans un état d'extrême nécessité, notamment lors d'un accouchement difficile, Antonia demanda « Pourquoi recevons-nous cela maintenant ?» demanda-t-elle, devinant la réponse. « Mon temps est compté, Votre Altesse », répondit Servie. « J'ai consacré 50 ans à la couronne d'Espagne et à vous depuis votre naissance miraculeuse. Je dois maintenant vous transmettre les secrets que j'ai gardés, afin que vous puissiez vous protéger, vous et votre lignée. » Teresa prit la boîte avec gravité. « Votre service ne sera pas oublié, docteur. » Servie ajouta une dernière requête, la voix affaiblie. « Je ne demande qu'une chose en retour, » murmura-t-il. « Quand viendra le temps où vous comprendrez qui vous êtes et ce que vous pourriez devenir, souvenez-vous de votre humanité. Le pouvoir de votre sang est immense, mais son prix l'est tout autant. » Cette nuit-là même, le docteur Giuseppe Servie rendit son dernier souffle paisiblement dans son lit. La nouvelle ne fut révélée publiquement qu'après le mariage pour ne pas obscurcir les festivités, cependant, Luisa d'Orléans fut immédiatement informée. « Adieu, chers collègues, dit-elle doucement, sécurisant le cabinet du médecin pour préserver les archives restantes. Votre tâche est accomplie, la mienne n'a pas encore commencé. » À l'aube suivante, sous un soleil radieux qui semblait bénir leur union, les cloches de Madrid sonnèrent le début d'une cérémonie de mariage qui allait changer à jamais le destin de deux nations. À l'insu de tous, le sort de la royauté européenne elle-même était en jeu, le sang a toujours son prix, murmura Luisa en observant les jumeaux se diriger vers l'autel, leur destin devant eux. Mais certains prix valent la peine d'être payés.